Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la deuxième présentation d'équipe cycliste pour l'année 2022. Après AG2R Citroën, on s'attaque à Astana aujourd'hui et il y aura beaucoup de choses à dire sur l'équipe kazakh. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu également, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous attendez de cette équipe, à me dire ce que vous pensez notamment de l'effectif 2022 de cette formation et ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire. C'était vraiment totalement en français cette phrase. Et puis le schéma de cette vidéo, comme d'habitude, on parlera de la saison 2021 de cette équipe, puis on s'intéressera au transfert, puis on s'intéressera à la saison 2022, à l'effectif 2022 et notamment les coureurs à suivre pour finir avec le maillot 2022 de Astana. Bon, Astana en 2021, il y avait une promesse. C'était, on va dire, un peu d'en finir avec cette mauvaise image qui a toujours collé à Astana. Cette mauvaise image est liée au dopage parce que l'équipe a été montée par Vinokourov. Bon, ça a toujours été un peu sur les cendres de Liberty Seguros quand même, Astana. Que c'est la première équipe qui a été montée, ce n'était pas une entreprise derrière, c'était un consortium d'entreprises kazakh, que donc ça a un nom de capitale, Astana. Alors, il y a 10 ans, ça choquait tout le monde. Quand Astana est arrivé, ça avait choqué beaucoup de personnes que ça se déroule de cette manière. Bon, maintenant, quand on a UAE, Bahreïn et j'en passe, ça choque beaucoup moins d'un coup. Mais Astana voulait casser cette image-là. Il voulait également être moins rattaché au Kazakhstan, c'est-à-dire devenir un peu plus international. Et puis, ça s'est fracassé contre un mur comme assez souvent avec Astana quand il y a des ambitions. Et ce qui fait qu'en 2022, on retrouve Vinokourov, le Kazakhstan et tout ça. Et on perd le co-sponsor qui était Première Tech parce que Première Tech en a eu marre. Mais ça se passe assez souvent comme ça quand même chez Astana. Il y avait eu un moment l'impulsion d'avoir plus d'Italiens dans l'équipe. Et puis, bon, au bout d'un moment, ça s'était fracassé avec le départ notamment de Nibali. Il y a eu plusieurs cycles comme ça dans Astana et à la fin il y a toujours Vinokourov qui revient. C'est ça qui est toujours très fort. Il est encore là, c'est-à-dire qu'il part par la porte, il revient par la fenêtre ou par le hublot de l'avion. Enfin, c'est assez incroyable, Vinokourov. Bon, du côté de l'équipe Astana en 2021, ça a été une année, je dirais, intéressante parce que ça fait partie des équipes où on n'attendait pas grand-chose. Enfin, moi, j'attendais pas énormément de choses en termes de résultats. Et cette équipe m'a plutôt surprise avec 11 victoires, ce qui la classe au 7e rang, notamment en World Tour. Et du côté des victoires en World Tour, en épreuve World Tour, par contre, c'est beaucoup moins bien, avec seulement la 16e place et 3 victoires dans ce domaine. De toute manière, ça se remarque également au classement World Team, au classement UCI World Team Ranking, où elle est simplement 12e. Cette équipe avec 6485 points, donc c'est-à-dire qu'elle est quand même assez larguée par rapport à une équipe comme AG2R qui est 8e et qui est déjà à plus de 7000 points. Année compliquée parce qu'en termes de résultats pour Astana dans cette année, je dirais 2021, il a peut-être manqué le gros résultat. Voilà. Il a manqué peut-être, enfin pas le gros résultat, mais la grosse victoire peut-être qui pouvait faire la différence. Mais parce qu'on était sur une équipe qui était dans une phase de transition entre deux cycles, je dirais. Il y a quand même eu des résultats intéressants, je pense notamment au top 10 de Lutsenko sur le Tour de France. Là aussi un petit peu une surprise. Il y a eu quand même aussi la 4e place au général de Vlasov sur le Tour d'Italie. Ils ont eu quand même des résultats plutôt satisfaisants sur les World Tour, mais il manque peut-être
7 victoires sur une course d'une semaine qui aurait fait passer encore la saison à un autre stade. Tu vois, là, on est sur un 13-14 en termes de notes sur 20. Et puis, ça aurait pu peut-être aller beaucoup plus haut du côté d'Astana. Donc, il y a une petite déception de ce côté-là. Après, ça a quand même été une belle équipe. Moi, j'ai plutôt bien aimé le Astana avec Première Tech, parce qu'en termes de résultats, c'était pas mal, même s'il y a certains leaders qu'on attendait peut-être un peu plus dans cette formation Astana. En 2021, mais voilà, quand vous voyez les résultats, il leur a manqué la Vuelta. La Vuelta, ils sont un peu en dessous. Mais bon, deuxième du Dauphiné avec Lutsenko, troisième de Paris-Nice avec Izagirre, troisième du Tour de Suisse avec Fuglsang qu'on a quand même peu vu, septième du Dauphiné avec Ion Izagirre qui avait fait également septième du Tour de Romandie, troisième du Tour de Slovénie avec Matteo Sobrero. Vlasov avait fait troisième du Tour des Alpes, donc voilà des bons résultats sur quand même des belles épreuves, mais il a manqué une victoire, je pense, dans une course d'une semaine. Et je pense qu'ils avaient la capacité en plus parce qu'il y avait vraiment une belle formation autour d'eux. On va revenir donc sur les victoires de l'année 2021 de Astana, s'il veut bien me les afficher. Du côté d'Astana, mais voilà, comme je le disais, parce que le temps que ça s'affiche et comme j'ai une connexion qui est extrêmement rapide, même si on m'a remis les câbles, du côté d'Astana, il a manqué le gros résultat. Ça se voit notamment sur les victoires. Alors, les victoires au niveau du classement, elles sont pas exceptionnelles. Vous avez 2 étapes sur le Tour du Pays Basque avec Aramburu et Izagirre en début de saison. La 4e étape du Dauphiné avec Lutsenko, alors c'était déjà au mois d'avril en passant le Tour du Pays Basque. Des championnats nationaux, alors là ils en ont remporté pas mal, notamment le championnat de Russie de contre-la-montre, d'Italie du contre-la-montre et d'Espagne du contre-la-montre, d'Érythrée du contre-la-montre et du Canada du contre-la-montre, notamment avec Hugo Houle. On rajoute à ça le championnat d'Espagne sur route et le championnat du Kazakhstan sur route, avec notamment Omar Fraile et Fedorov. Et puis après, vous avez la Coppa Agostini avec Lutsenko et la Veneto Classic avec Battistella. Ça manque d'une top victoire sur un grand tour. Sur les grands tours, il y a des résultats classement général, mais je n'irai pas dans l'indifférence générale, mais Lutsenko, il fait 7ème. On l'a très peu vu au final à l'écran, Lutsenko. Il aurait peut-être même mieux fallu, d'un côté marketing, gagner et être à l'attaque. Donc voilà, c'est la seule déception que j'ai avec l'année 2021 d'Astana. On passe à l'année 2022 et tout d'abord au transfert du côté de chez Astana. C'est le grand ménage, c'est-à-dire que je crois que c'est l'une des équipes où il y a le plus de départs, il y a le plus d'arrivées. On va commencer par les arrivées. Et là, on pêle-mêle, il y en a quand même énormément. Voilà, avec 13 arrivées, je crois, du côté de chez Astana. Enfin, c'est phénoménal. On a le retour de Nibali, le retour de Miguel Ángel López, Gianni Moscon, David de la Cruz, Andrzej Zeitz également qui est de retour, Joe Dobrowski, Valerio Conti, Simone Velasco, Sébastien Henao, Rabiuchenko qui vient de chez UAE, Leonardo Basso qui vient d'Ineos, Antonio Nibali qui a suivi son frère, c'est un peu comme les frères Sagan, Michele Gazzoli qui vient de la Colpack et alors là le nom va être compliqué, Murbergen Murli Kassim qui est un Kazakh et qui était dans l'équipe Vino Astana Motors, donc quasiment sûr que c'était l'équipe, on va dire, de formation d'Astana, parce qu'Astana a été assez pionnière là-dedans dans les équipes formation, quasiment dès le début de cette équipe. Du côté des départs, vu qu'on a beaucoup d'arrivées, on a beaucoup de départs et des gros départs. Vous avez Jakob Fuglsang, vous avez Alexander Vlasov, vous avez Luis Leon Sanchez, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, donc le départ des 2 frères Izagirre, Meraoui Kudus, là aussi, Omar Fraile, Alex Aramburu, Hugo Houle, Oscar Rodriguez, Nikita Stalnov,
qui a pris sa retraite. Matteo Sobrero qui rejoint la Bike Exchange. Benjamin Perry qui rejoint With Sun God. Jonas Gregard qui rejoint UnoX. Rodrigo Contreras qui rejoint EPM. Andrea Piccolo qui rejoint la Gazprom. Alex Aramburu, c'est la Movistar comme Oscar Rodriguez et comme Gorka Izagirre. La Cofidis pour Yon Izagirre. Bahreïn pour Wilson Sanchez. Fuglsang c'est Israël. Vlasov c'est Bora, EF pour Kudus et Ineos pour Omar Fraile et Hugo Houle, c'est Israël aussi. Donc beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, il va falloir voir comment ce mélange va prendre au niveau de l'effectif, même si je trouve que les arrivées et les départs, je dirais, se compensent. Vous avez Vlasov d'un côté, mais Miguel Ángel Lopez, vous avez Fuglsang d'un côté, mais Nibali de l'autre. On va dire du côté des vieux leaders, dans les Omar Fraile et les frères Izagirre, il y a du Dombrovski, du Sébastien Hinao, bon il faudra quand même qu'il retrouve les jambes qu'il avait à une époque, et David de la Cruz. Vous avez quand même Gianni Moscon pour les classiques, donc il y a un bel effectif je trouve, qui est en train de se reconstruire on va dire avec tous ces départs. Malgré tout, Sébastien Hinao et Nibali sont sur un contrat seulement de 1 an, comme André Zeitz. Donc c'est pas toujours facile dans ce genre de cas. L'effectif 2020, qu'est-ce que j'en pose de cet effectif 2022, pardon, 2020. Vous voyez, à la pointe. C'est un effectif qui est... On est un peu dans la même situation qu'en 2020, quoi, 2021, c'est-à-dire que... Sur le papier comme ça vend peut-être pas totalement du rêve. Mais bon, vous avez des coureurs qui sont en capacité de gagner des belles courses. Moi, je pense à Dombrovski, je pense à De la Cruz, je pense aussi à Lopez, à Nibali, bien entendu. Il ne faut pas négliger Moscon. Aussi, très beau profil. Et puis là, en plus, il aura les clés, il aura les mains libres du côté de Moscon. Alors, il aura beaucoup de responsabilités, mais il aura les mains libres. Donc, c'est une équipe qui est assez intéressante. Je pense que c'est une équipe qui, quand même, sur le papier, on se dit pas tout de suite, on va avoir des top résultats avec. Mais bon, si l'effectif est aussi performant que l'année dernière, si la préparation est si bonne, ça peut donner vraiment de très très belles choses. On commence avec les coureurs à suivre à Joe Dobrowski. Joe Dobrowski, pour moi c'est un coureur à suivre parce que j'ai un affect avec ce coureur. J'ai joué avec dans Pro Cycling Manager pour tout vous dire, dans la version 2012, quand il est recruté 2012-2013 par la Sky. Je trouve que c'est un coureur qui est vraiment un pur grimpeur, mais qui a un profil qui est très intéressant, notamment en tant qu'équipier, mais aussi en tant que baroudeur. Et c'est vrai que l'année dernière, il remporte une magnifique étape sur le Tour d'Italie. Dommage, c'est qu'il l'abandonne sur chute un jour après, 2 jours après. Et qu'après cette blessure, lui a quand même bien pourri le reste de la saison. Le Dauphiné, il est assez inexistant. La semaine de cyclisme italienne, là aussi, on le voit très très peu. Et en fait, même sur la Vuelta, il commence pas mal. Il fait une 2e place sur l'étape numéro 3, mais ensuite, il a complètement disparu du côté d'Astana. Voilà, ça a été... C'est dommage parce qu'il fait vraiment son meilleur résultat et presque 2 jours après une grosse blessure qui l'handicape, mais je pense que c'est un coureur qui a vraiment des très très belles capacités. Alors c'est pas un coureur qui a un gros palmarès, puis il a souvent joué le rôle d'équipier aussi. Dombrovski, il a quand même également des places dans le général des grands tours, notamment une 12e place sur le Tour d'Italie. C'est un coureur voilà qui est très bon en tant qu'équipier, je pense, pour Miguel Ángel Lopez, mais qui peut également se retrouver en tant que leader et vous apporter quand même un top 15, et ça vous apporte des points au niveau du classement général, donc ça c'est très très bien du côté de l'UCI World Tour. Je continue après Dombrovski avec Lutsenko. Très bonne saison l'année dernière de Lutsenko. Lutsenko, moi je ne l'attendais pas à ce niveau-là, et surtout quand on m'avait dit en début de saison 2021, son objectif c'est les grands tours, je m'étais dit oh putain, ils connaissent vraiment Lutsenko, c'est quand même le mec qui, en termes d'analyse stratégique, était pas forcément le plus intelligent. C'est un coureur qui avait souvent tendance avant à attaquer à outrance et pas forcément être très performant tout le temps, de s'emballer un peu trop vite, Lutsenko. Et il a réussi à passer dans la peau d'un leader. Il fait un Tour de France, comme je disais, dans l'ombre, peut-être, mais il finit 7e, ce qui pour Lutsenko est, je pense, un très très bon résultat.
Et il confirme enfin, j'ai envie de dire, Lutsenko, les attentes qu'on avait placées en lui, que beaucoup de suiveurs avaient placées en lui. Il y avait beaucoup d'attentes autour de Lutsenko depuis des années parce qu'il avait fait vraiment des très très belles courses, notamment lors de ses premières années chez Astana, même si c'était des courses un peu exotiques, notamment le Tour d'Azerbaïdjan. Moi, je l'avais vu faire des sacrés numéros en 2013, 2014, 2015. Mais sur les courses World Tour, il n'y avait pas eu de grands résultats jusqu'à maintenant. Et là, il a fait quand même 2 top 10 sur le Dauphiné, sur le Tour de France. Alors certes, le Dauphiné où il n'y avait pas tout le monde et un Dauphiné qui correspondait à ses qualités, parce qu'il n'était pas très montagneux cette année le Dauphiné, à part les 2 derniers jours de course. Deuxième, encore du Grand Prix de Miguel Indurain. Je trouve qu'il a fait une belle année. Je pense que l'objectif de son année 2022, ça sera encore le Tour de France. Ça sera peut-être pas aussi facile que cette année, mais voilà, moi je pense que c'est un coureur à suivre pour voir s'il va réussir à confirmer tout ce qu'on a vu cette année. Puis je continue avec Harold Terrada, coureur qui a 24 ans. Beaucoup de promesses autour d'Harold Terrada. J'aimerais que ça se concrétise enfin du côté du coureur colombien. C'est-à-dire que c'est un coureur que j'attends depuis de nombreuses années, je dirais pas ça, mais qu'on m'a vendu comme un coureur très intéressant, qui c'est quand même sa 4e saison chez Astana, et pourtant, en termes de résultats, c'est toujours vraiment le néant. Et j'ai du mal même à voir son apport en tant qu'équipier, parce que vous pouvez se dire, oui, il y a des coureurs, en termes de résultats, William Bonnet ces dernières années, en termes de résultats, c'était pas fou. Voilà, il gagnait plus d'étapes, même sur des Paris-Nice ou autres. Par contre, il avait un vrai apport en tant qu'équipier, en tant que capitaine de route. Là, du côté d'Harold Terrada, je suis un peu plus circonspect par cela, donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais vraiment, l'année prochaine, cette année, la saison prochaine, j'aurais plutôt dire. Mais j'attends enfin des résultats du côté de Terrada, et il a encore un contrat, lui, d'une année. Son contrat s'arrête en 2023 pour le moment pour le coureur colombien, mais ça serait bien qu'il commence à performer. Je continue avec Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez qui a une saison 2021 qui est gâchée par une action lors de cette avant-dernière étape du Tour d'Espagne. L'étape 19 du Tour d'Espagne, où on se demande ce qui se passe dans sa tête ce jour-là lors de cette étape-là, l'étape du samedi où il décide d'abandonner lors de l'étape 20, où c'est complètement lunaire la séquence qu'on a vécue ce jour-là. Pourtant, il a quand même remporté une étape sur le Tour d'Espagne. Il était dans le top 5 jusqu'à ce moment-là. Sur le Tour de France, il a été plus en difficulté, mais il manquait de conditions physiques à ce moment-là. Je pense qu'il y a eu un vrai souci dans sa saison l'année dernière à Miguel Angel Lopez, c'est qu'on l'a fait démarrer extrêmement tardivement. C'est vrai qu'il a commencé le 27 avril avec le Tour de Romandie. Et je pense que on a voulu un peu rattraper le retard pour qu'il soit performant sur le Tour de France. Sauf que il a accumulé de la fatigue à ce moment-là. Et ce qui fait qu'il s'est retrouvé en difficulté sur les périodes d'après, où il a été peu performant, il faut le dire, Miguel Angel Lopez. Il retourne chez Astana, chez l'équipe qu'il avait quittée pourtant en 2020. Il retrouve Vinokourov. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que le comportement qu'il a eu lors du Tour d'Espagne, alors après on ne sait pas ce qui se passait en coulisses du côté de la Movistar, c'est quand même ça fait réfléchir, et je pense que c'est pour ça que même il a rejoint Astana, parce que je suis pas sûr qu'il y avait 150 équipes qui étaient sur le coup avec Miguel Angel Lopez. Je sais qu'à un moment on parlait de Cofidis avec Miguel Angel Lopez, mais je crois qu'à part Cofidis, Astana et peut-être UAE qui ne s'intéresse pas trop on va dire au background, je sais pas comment le dire en français, à la réputation, voilà, c'est le mot que je voulais utiliser en français, des coureurs. Bon, sinon c'était un petit peu compliqué. Autre coureur qui est également une réputation un peu difficile, c'est Jali Moscon.
27 ans, Gianni Moscon, qui a fini 4e de Paris-Roubaix malgré une crevaison au pire moment. Il aurait pu... je ne sais pas s'il aurait gagné cette édition de Paris-Roubaix, parce que, bon, voilà, on ne fait pas des plans sur la comète, mais bon, il aurait été performance assez claire et nette. Gianni Moscon qui quitte la Sky Ineos, pour rejoindre Astana. J'ai envie de dire, rejoint une équipe qui a un peu la même réputation que lui, c'est-à-dire que c'est un petit peu sulfureux. Vous savez que j'aime pas la personne, je vais quand même parler du coureur. Pour une fois, je vais déroger à ma règle de ne pas séparer l'œuvre de l'homme. Je trouve que du côté de Moscon, l'arrivée chez Astana est quelque chose d'intéressant parce que il va se retrouver dans une équipe déjà qui a quand même quelques restes italiens. C'est-à-dire qu'Astana, le cycle italien n'a pas complètement disparu chez Astana. Vous avez des Battistella, vous avez Nibali, les frères Nibali notamment, qui se retrouvent en tant que leader, ce qui n'était pas le cas chez Ineos où il était barré notamment par Van Barle. Et par Pidcock qui commençait à pointer le bout de son nez, donc il savait que la situation allait être compliquée pour lui sur les classiques flandriennes. Et puis pour Astana, c'est aussi intéressant parce que Gianni Moscon, c'est un profil sur les grands tours qui est très intéressant, avec un coureur qui est déjà capable de remporter des victoires en puncher, on l'a vu notamment l'année dernière sur le Tour des Alpes, mais qui est aussi un coureur qui est capable de se sacrifier pour un leader. Et ça, c'est toujours très intéressant dans un effectif. Donc pour un Miguel Ángel Lopez ou pourquoi pas un Nibali, c'est intéressant ce type de coureur-là. Et puis je termine avec Nibali. Alors, le retour de Nibali chez Astana, on n'aurait pas vraiment misé un copec, parce que quand il avait quitté Astana, c'était en très mauvais termes, notamment avec Vinokourov, que la relation avec Vinokourov avait déjà été compliquée l'année où il remporte le Tour de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année où il remporte le Tour de France en 2014, sa première victoire, c'est le championnat d'Italie sur route. Et Vinokourov lui reprochait son manque de performance, et d'être pas assez professionnel. Il lui avait répondu de la meilleure des manières en remportant le Tour de France, mais l'ambiance était déjà pas top. 2015, ça s'était pas amélioré. 2015, bon, l'ambiance était catastrophique entre les deux. Il y a eu 3 ans à la Bahreïn, 2 ans à la Trek. On va dire que les 2 ans à la Trek resteront pas dans les annales. Et puis là, il retourne chez Astana. C'est un peu une déception quand même son passage du côté de la Trek à Nibali, parce que Segafredo, qui est le co-sponsor, avait mis beaucoup d'argent sur la table, avait mis beaucoup de moyens autour de Nibali, et que ça n'a jamais performé. Moi, je vais quand même suivre Nibali, même si je crois plus beaucoup à Nibali. 37 ans, j'ai plus l'impression qu'il est en capacité d'aller chercher un grand résultat sur un grand tour. Après, pourquoi pas un Paris-Roubaix du côté de Nibali, parce que là je vois que c'est marqué comme potentiellement sa prochaine course du côté de Pro Cycling Stats, parce que ça reste un coureur qui a une science innée de la course. Ça, Nibali, il se fait rarement avoir sur les plans de course, à part quand il n'est pas en forme. C'est un coureur qui a toujours été bon sur les classiques. Que ça soit Milan, que ça soit les classiques comme Liège, il a toujours été performant sur ces courses-là. Le Tour de Lombardie, il a été à un moment le Mister Tour de Lombardie. Donc je me dis pourquoi pas sur les classiques. Par contre, sur un grand tour, j'y crois pas des masses, parce que déjà il a un âge qui est quand même avancé, 37 ans. Et que ces dernières années, on l'a vu notamment sur le Giro, c'était pas foufou du côté de Nibali en termes de résultats. Mais sur les classiques, je me dis pourquoi pas. Donc je vais regarder ça avec quand même un œil attentif. Et puis ça reste Nibali, ça reste le requin de Messine, ça reste un coureur qui a quand même plus de 15 ans de carrière. Donc forcément que ça se regarde quand même. On est sur une des légendes quand même des années 2000 et 2010 du cyclisme. On passe au maillot. Alors le maillot Astana 2022 ne change pas beaucoup du maillot 2021, à part que vous rajoutez le terme Kazakhstan qui entasse le terme Première Tech, que vous enlevez en fait le logo Première Tech, mais la base du maillot reste la même.
Et je trouve que c'est plutôt élégant, ce dégradé de bleu foncé au bleu plus clair. Et puis en plus, comme la Vomistar a un peu changé son maillot, on ne les confondra plus, même si pour moi je trouve que c'était assez difficile de les confondre, vu que les bleus étaient quand même assez différents entre ces deux équipes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. On parlera après Astana de de la Bahreïn, pardon, c'est l'ordre alphabétique et je ne le connais pas. Bahreïn Victorious, il y aura également des choses intéressantes à dire sur cette équipe qui a fait une saison 2021 particulière. Mais on en reparlera lors de cette prochaine vidéo. Allez, ciao ciao sur la Miac Production.